Bonjour et bienvenue. Bienvenue à tous à ce webinaire. Renforcer l'attractivité et attirer les talents pour réussir la réindustrialisation française. Ce sera le sujet de cette heure qui va nous occuper. En effet, depuis 2017, la France est engagée dans une ambitieuse politique de réindustrialisation portée par différentes initiatives, entre autres le plan France Relance et France 2030. Avec un investissement de 54 milliards d'euros, ces plans visent à renforcer la souveraineté industrielle française, accélérer la transition écologique et positionner la France comme un acteur clé dans les filières d'avenir. Des résultats pour l'instant encourageants. En 2023, on a ainsi noté 57 nouvelles usines, témoignant d'un regain d'attractivité de l'industrie française. Mais cette ambition nationale s'inscrit aussi dans un environnement mondial marqué par des redistributions d'influence importantes, et donc dans un contexte de compétition internationale accrue. Dans ce cadre général, deux enjeux stratégiques font face. D'un part, résoudre la pénurie de talents qui freine la croissance des usines, et d'autre part, redorer l'image de l'industrie auprès des jeunes générations. En effet, le manque de profils qualifiés, notamment en ingénierie, reste un frein critique à cette ambition. Parallèlement à ces défis, l'émergence de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle transforme les besoins en compétences et ouvre des opportunités inédites. Pour explorer ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Guénaël Guillemot. Bonjour Guénaël, je suis ravie de vous rejoindre. Bonjour. Merci. Vous avez rejoint l'école d'ingénieurs CESI après une dizaine d'années en tant qu'ingénieur dans l'industrie, en particulier aux États-Unis et au Canada. Vous êtes désormais responsable du département Industrie et Services sur le campus de Nanterre, en charge notamment de formation d'ingénieurs et de masters spécialisés. Depuis 2015, vous êtes également directeur de l'Institut de la réindustrialisation, créé par le GIM, Syntex Ingénierie, l'EPF et CESI. Cet Institut de la réindustrialisation est un lieu d'échange et de réflexion autour des enjeux de l'industrie du futur, et il publie annuellement, en collaboration avec Trendéo et McKinsey, le baromètre mondial des investissements industriels, dont les enseignements viennent d'être dévoilés pour 2024, et ils nous serviront d'introduction à ce webinaire. Dans un second temps, nous serons rejoints également par Valentin Ronde, un jeune ingénieur consultant en aéronautique, diplômé de CESI en 2022, qui partagera son expérience du secteur industriel et sa vision des opportunités qu'il offre. Nous avons également prévu un temps d'échange. C'est un webinaire interactif, donc vous qui nous regardez, je vous invite à nous poser vivement vos questions tout au long de cet échange. Nous les prendrons et nous les poserons à nos invités tout à la fin de ce webinaire. Guénaël, je le disais, vous venez de dévoiler le baromètre mondial des investissements industriels 2024. C'est une étude qui recense depuis 2016 les investissements significatifs, aussi bien à l'échelle internationale dans des industries existantes que dans des nouvelles unités de production. Quels sont les principaux enseignements du baromètre 2024? Est-ce que c'est une rupture ou une continuité? Oui, alors effectivement, ce baromètre nous permet d'avoir les grandes tendances depuis et de les suivre sur un temps long. Donc, on a commencé en 2016. Et pour la première fois cette année, en 2024, on s'aperçoit d'une rupture, alors une baisse des investissements industriels dans le monde, une baisse assez importante puisqu'on l'estime à peu près moins 26%. D'accord. Et comment on explique cette baisse de 26%? Enfin, on voit un contexte géopolitique un petit peu complexe, on a bien des idées, mais concrètement, vous avez analysé comment cette baisse de 26%? Alors, il y a différents éléments, bien sûr. Alors, il y a un environnement géopolitique global, mondial, qui est là, qui est présent, qui a fait qui a entraîné une chute des investissements cette année dans l'énergie. On a vu en 2022, lors du début de la crise en Ukraine, énormément d'investissements dans l'énergie, dans des gros projets, pour restructurer l'offre énergétique mondiale. Et effectivement, on a beaucoup investi en 2022, donc en 2024, 2 ans après, on voit ce secteur effectivement un peu reculer. Très bien. Et il y a d'autres secteurs, d'autres explications un petit peu qui pourraient expliquer cette tendance globale? Alors, l'autre secteur qui est fortement en baisse en termes d'investissement, c'est l'ensemble des entreprises manufacturières, production automobile, l'aéronautique ou autre. Alors, on voit différents aspects dans cette industrie manufacturière. L'industrie automobile qui est globalement en recul parce que l'industrie mondiale se restructure par rapport à l'apparition du véhicule électrique, et on sait bien que construire un véhicule électrique prend beaucoup moins de temps qu'un véhicule thermique. À peu près, il y a moins 40% de travail pour un véhicule électrique.
Donc l'automobile, globalement, fait cette mutation. On aperçoit l'électronique. Alors l'électronique, c'est un peu trompeur parce que l'électronique, c'est un secteur qui en pointe. Mais l'année dernière, on avait pu noter un très fort investissement de la part de Samsung en Corée sur différents sites. Un investissement de 267 milliards de dollars sur les puces électroniques. Un ordre d'idée, 267 milliards de dollars, alors que la France, tout secteur confondu, a mis à peu près 100 milliards sur la table. Donc, on a comptabilisé ce projet l'année dernière, donc forcément sur l'électronique, ça fait un vide cette année. Et après, il y a d'autres secteurs comme les matériaux, tout ce qui est production, notamment de vitres. Et là, c'est principalement lié au coût de l'énergie. Très bien. Et justement, on vient juste de dire la France, vous venez de citer un chiffre. La France connaît aussi un recul en investissement. Comment vous analysez cette situation française, spécifiquement française, tout de suite? Alors, la France, effectivement, en France, on voit l'impact de l'énergie principalement. C'est un critère important d'implantation et de développement de l'industrie. J'entendais cette semaine le dirigeant de Safran qui disait clairement que pour sa nouvelle usine qui allait produire des freins de carbone pour ses équipements, il hésitait entre le Canada, les États-Unis ou la France à cause du prix de l'énergie et de la stabilité du prix de l'énergie sur un long terme. Et dans son discours, je pense qu'effectivement, il penchait beaucoup plus pour l'Amérique du Nord que pour l'Europe. Oui, quand on peut réduire les frais tout de suite, on y va. Ce que je voudrais comprendre, c'est que par rapport à cette baisse d'investissement, les plans de relance ne compensent pas. On n'arrive pas à trouver des moyens de contrer ces désamours ou ce manque d'intérêt, ce manque d'activité par les plans de relance. Alors, les plans de relance sont à la fin d'une histoire. On va peut-être parler d'une histoire de l'industrie en France un peu plus lointaine. Le désamour de la France au global pour l'industrie date de très très loin. Dans les années 2000, on avait un patron de l'industrie, un patron d'Alcatel qui imaginait une France sans entreprise, sans usine. On n'était pas du tout destiné à être ou à se maintenir en tant que pays industrialisé. Ça a fait flop. Il était patron d'Alcatel qui avait plusieurs centaines, donc qui avait 150 000 salariés dans le monde. Maintenant, ils sont 2 ou 3 000. Donc, c'était pas forcément une stratégie qui a été suivie. L'industrie a toujours été un peu mis à l'écart. Je vous laisse réfléchir, par exemple, à la représentation politique de l'industrie dans l'hémicycle. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu de ministre industriel ou de député venant de l'industrie. Et on a vu une amorce en 2010 avec un monsieur qui s'appelle Louis Gallois, qui était l'ancien patron de la SNCF et à l'époque de PSA, qui a eu une réflexion sur le devenir de l'industrie et qui a mis sur la table le fait qu'un pays comme la France ne pourrait pas s'en sortir sans une industrie forte. Donc après, ce plan a servi de base et on a vu un certain nombre de choses arriver en termes de prise en compte de l'industrie avec première, le gouvernement où il y avait Arnaud Montebourg, il y avait une première salve de mesures pour le développement de l'industrie. Ça s'est développé petit à petit. Il y a eu des organisations, notamment autour de l'industrie future, l'Alliance de l'industrie future, qui se sont structurées. Et ça a débouché effectivement en 2017 les premières annonces avec les gouvernements Macron successifs sur un investissement dans l'industrie. Très bien. Il y a eu le Covid. Et à la suite du Covid, il y a eu le plan France Relance qui a été mis en place 2020-2022 pour à peu près 100 milliards d'euros, basé sur la compétitivité, la transition écologique et le développement des territoires. Donc ça, c'était une première étape. Et la deuxième étape qui est apparue 2 ans plus tard, donc c'est France 2030, où là, on a un peu plus de 50 milliards d'euros qui sont mis sur la table. Et là, c'est une réelle stratégie de développement industriel qui cible certains secteurs d'activité. Donc on peut retrouver les petits réacteurs nucléaires, l'hydrogène vert, la décarbonation de l'industrie et voilà. Et là on s'est ciblé pour aider les entreprises, aider l'enseignement supérieur à se structurer
aider la recherche. Et voilà. Donc, quand même un plan qui existe, on le disait au début, néanmoins un recul d'investissement quand on regarde sur un baromètre mondial, alors que ailleurs il y a d'autres zones du monde qui s'en sortent très très bien. Je pense notamment aux États-Unis qui continuent d'attirer davantage d'investissements. Comment est-ce que vous expliquez cette attractivité des États-Unis? Quelle est la vision des États-Unis par rapport à son industrie? Alors effectivement, déjà, là on a observé cette année un bond des investissements aux États-Unis. Depuis quelques années, on voyait 3 zones géographiques se détacher. On avait bien sûr la Chine, on avait l'Inde, dont on parle peu, mais qui est devenue, avec les États-Unis, une des puissances industrielles mondiales, et les États-Unis. Alors là, on a vu cette année, on a observé un recul de la Chine. La Chine a énormément investi depuis 10-15 ans sur un certain nombre de secteurs d'activité, les batteries, le véhicule électrique. Donc là, ils sont passés dans un mode peut-être de production et non pas d'investissement industriel. Et les États-Unis, avec le fameux Inflation Reduction Act de Joe Biden, avec plusieurs centaines de milliards de dollars d'investissement, fait que effectivement, il y a une attractivité des États-Unis, complétée en plus par l'attractivité de certains États comme Texas, la Californie, l'Ohio, qui attirent de plus en plus. Et comme vous le disiez aussi, une énergie qui est contrôlée et relativement peu chère aux États-Unis. Et une énergie qui est moins chère et qui est surtout stable. Et donc ça, c'est l'exemple de Safran est clair. C'est sur un processus spécifique. Là, Safran, c'était 40% du coût de production. C'est clair que l'énergie est un facteur important. Et l'Europe ne peut pas vraiment s'aligner. Moi, j'aurais bien aimé comprendre, est-ce que vous pensez que l'administration Trump, qui vient d'être nouvellement élue, va prolonger cette volonté de dynamisme de l'industrie et faire des lois dans le même sens que l'acte de Biden? Alors, pour l'instant, on n'a pas vu d'annonce sur le sujet, mais le discours de Trump était clairement protectionniste et mettait en avant le développement ou la réindustrialisation des États-Unis, ce que Joe Biden a traduit par ce plan d'Inflation Reduction Act. Donc Trump va certainement continuer dans cette voie-là et en développant aussi un protectionnisme au niveau des États-Unis. Et donc pour un certain nombre d'entreprises mondiales, européennes, la question de produire aux États-Unis et payer plutôt des frais d'export plutôt que des frais d'importation, c'est une réelle question. Et là, on voit bien que les entreprises européennes, à l'heure actuelle, investissent massivement aux États-Unis plutôt qu'en Europe. Et alors, qui investit en Europe? Comment s'en sort l'Europe par rapport à ces zones géographiques qu'on vient de donner? On a dit l'Inde, finalement, un super pouvoir qui ne se fait pas trop connaître des autres. Les États-Unis qui continuent à vraiment attirer beaucoup d'investissements. L'Europe en tant que telle, on en est où exactement, nous? L'Europe reste, attractive. On est généralement autour de 11-12% des investissements industriels mondiaux. Donc il y a plusieurs phénomènes. Il y a les gigafactories, donc la production de batteries notamment, qui sont des investissements importants. On a des investissements sur la mobilité, par exemple pour les Jeux Olympiques, tous les investissements qui sont comptabilisés comme des investissements industriels de rénovation des structures, ça rentre en ligne de compte. Donc l'Europe se maintient en termes d'investissement industriel. Si on fait un zoom sur la France, on investit dans un certain nombre de domaines. On retrouve les domaines effectivement qui sont liés au plan France Relance. On investit bien sûr beaucoup dans l'énergie. Ouais. Nous ne sommes pas en retard sur tout ce qui est hydrogène vert, avec le verdissement de l'électricité nucléaire, c'est un atout considérable. On voit d'autres secteurs qui sont aussi dans lesquels on investit. On retrouve l'agroalimentaire, on retrouve aussi la chimie et aussi l'électronique. Ouais. Donc construire une souveraineté sur des domaines stratégiques. On a parlé de baisse d'investissement, on a parlé des secteurs qui vieillissent une baisse d'investissement. Néanmoins, il y a des secteurs qui, eux, attirent de plus en plus d'investissements, notamment l'intelligence artificielle. Dans votre rapport, vous notez le double rôle de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc, on a essayé d'étudier les deux faces de l'intelligence artificielle. Il y a une intelligence artificielle directe, ce qui est la production
des logiciels, des puces électroniques. On peut mettre dedans les data centers focalisés sur l'intelligence artificielle. Et cette partie-là représente à peu près 2/3 des investissements dans le monde, avec un pic et l'émergence de ces investissements, un pic très net en 2018. En 2018, ça s'est un peu réduit, mais ça reste. Il y a eu effectivement le Covid qui est passé par là, mais depuis la fin du Covid, les investissements dans l'intelligence artificielle redémarrent. Donc, cette partie, 2/3 des investissements sur l'intelligence artificielle pure, et on voit maintenant des investissements assez forts qui sont annoncés dans les applications de l'intelligence artificielle, qui représentent donc 1/3 de ces investissements. Très bien. Et donc l'intelligence artificielle, d'un point de vue industriel, les applications qui sont un peu visées pour qu'on ait un peu concrètement des idées de ce qu'on veut dire quand on dit industrie et intelligence artificielle, parce qu'on parle pas des LLM là, on parle pas de ChatGPT, on parle d'une autre vision. Alors on parle par exemple des équipements de production intelligents, des équipements qui sont capables de s'autocontrôler en termes de puissance, en termes d'apport de graisse par exemple, ou ce genre de choses. On a des équipements qui deviennent autonomes par rapport à ça. On voit des robots aussi, si vous allez dans les usines, vous avez des robots qui se baladent dans les allées. Jusqu'à présent, ces robots étaient pilotés par des techniciens notamment. Là maintenant, ils commencent à être intelligents et à apprendre de leurs erreurs. Donc sur la performance des équipements, la performance industrielle, l'intelligence artificielle commence à vraiment à être mis en avant. On voit un certain nombre de projets. En France, on est loin d'être ridicule sur ce domaine-là. On voit un certain nombre de startups ou d'entreprises qui mettent en avant leur connaissance et leur développement d'intelligence artificielle. Après, il y a des domaines où je pense notamment au développement des molécules pour le domaine de la santé. L'intelligence artificielle va permettre de réduire drastiquement les délais de développement. Vous avez lâché le mot, vous avez parlé de start-up dans ce grand plan de réindustrialisation, et là on va revenir un petit peu à l'échelle française, parce que je crois qu'on a bien compris ce qui se jouait à l'échelle internationale, mais à l'échelle française, ce rôle des start-up dans les plans de relance qui ont été mis en place par le gouvernement, est-ce qu'elles ont un vrai rôle, ou est-ce qu'on parle toujours d'industrie un petit peu plus traditionnelle telles qu'on les connaît depuis Non, alors quand on regarde, la désindustrialisation a été en grande partie due à cette industrie traditionnelle qui a tout simplement fermé. Le phénomène des délocalisations, même s'il existe, c'était pas ça le gros des troupes de suppression d'emplois. C'était simplement une entreprise qui était polluante, qui était obsolète, où il fallait beaucoup investir pour pouvoir la maintenir en état. Donc ce sont ces sites industriels qui ont été fermés. Et parallèlement à ça, on voit des nouvelles entreprises qui émergent. Depuis 2010, la France est devenue un pays leader en termes d'innovation, en termes de start-up. Là, on estime à peu près à un peu moins de 2000 les start-up à vocation industrielle. Donc des start-up qui vont pouvoir développer à un moment donné une production industrielle. Et donc ces start-up sont soutenues par la BPI et par des grands organismes d'État comme ça? Oui. Et vous pensez que le maillage de soutien d'industriels est suffisamment fort pour pouvoir protéger nos startups souveraines, en tout cas qui travaillent vers une industrie de souveraineté? Les difficultés des startups, c'est généralement, elles sont accompagnées par l'État. Il y a des subventions pour les startups. Elles sont accompagnées dans les premières années, le développement. Là, c'est clair. Et quand on les rencontre, plusieurs nous disent effectivement leurs difficultés déjà à se développer là où elles sont créées, dans les métropoles, à côté des universités principalement. Donc elles ont besoin d'espace pour pouvoir produire. Donc là, il faut généralement déménager, donc ça a un coût, même si elles voudraient rester proches de leur lieu de naissance. Et l'autre difficulté, c'est de remplacer à un moment donné les subventions
publics par des investisseurs étrangers ou des investisseurs privés. À l'étranger, ça marche très bien dans certains pays, notamment aux États-Unis, mais en France, on a une difficulté par rapport à ça. Là aussi, il y a un manque d'attractivité pour ce secteur-là par rapport aux VC qui vont peut-être aller dans des secteurs qu'ils connaissent un petit peu mieux ou qui ont un petit peu plus de notoriété, de presse. Je parlais de LLM il n'y a pas longtemps, on voit les fonds qui suivent beaucoup ces startups de technologie numérique pure. Est-ce que vous sentez qu'aussi ce manque d'attractivité, on peut le retrouver aussi au niveau des investissements startups? Non, l'attractivité là, il y a un champ très très vaste de quand on regarde ces startups, alors il y en a un certain nombre de mémoire, c'est 25% qui sont dans le développement de la santé. Il y en a un certain nombre sur l'agroalimentaire, donc ce sont sur l'électronique, sur tout ce qui est aussi transition écologique. Ce sont des domaines qui sont pérennes et qui vont se développer. Donc c'est aussi un manque peut-être d'accompagnement, un manque de vision globale et voilà, et d'ambition du pays pour retrouver une place de l'industrie dans notre société. C'est-à-dire au-delà des actes, donner vraiment des moyens à cette industrie de se renouveler. Juste pour finir cette vision globale de la reconfiguration, vous avez parlé de transition énergétique, on parle de réindustrialisation verte. Qu'est-ce qu'on entend par là exactement? Ça veut dire quoi cette réindustrialisation verte? Alors, principalement, c'est la décarbonation de l'industrie, c'est-à-dire produire avec moins de pétrole, moins de gaz, et donc transformer tous les équipements très consommateurs d'énergie fossile et remplacer cette énergie par de l'énergie verte, donc l'énergie renouvelable, oui, l'énergie électrique nucléaire en France. Et donc c'est les aciéries, les papeteries, ce type d'industries qui sont très gourmandes en termes d'énergie. Le but, c'est de les décarboner par rapport à ça. Après, toutes les nouvelles usines qui apparaissent, elles sont généralement des modèles en termes de transition écologique et aussi en termes de transition numérique. Très bien. Mais on a un retard, on voit qu'on a un retard par rapport, par exemple, à la Chine. La Chine, ça fait longtemps qu'ils ont commencé oui, c'était un plan de relance de 2008 d'ailleurs. Clairement, quand il y a eu cette chute forte économiquement mondiale, la Chine a tout de suite pris le parti d'aller vers une économie verte. C'est vrai que nous, on a mis un petit peu plus de temps et on en paye un peu le prix aujourd'hui. Merci pour cet état des lieux un petit peu global. Donc, je comprends cette reconfiguration du secteur, ces nouveaux enjeux, ces nouvelles compétences qui vont être nécessaires justement. On va en parler maintenant et j'ai demandé donc à Valentin Ronde de venir nous rejoindre. Bonjour Valentin, merci de nous avoir rejoints. On en a parlé, vous venez de l'entendre, on parle de réorganisation des investissements, de volonté française de souveraineté, de pénurie de talents. Mais juste avant de vous donner la parole, Guénaël, j'ai encore une question. On parle de combien de profils manquants dans l'industrie française aujourd'hui pour réussir cette réindustrialisation? Beaucoup. Trop. Il y a plein de chiffres qui circulent. Alors, CESI forme des ingénieurs. Alors, on sait que au global, on manque de 5 000 à 10 000 ingénieurs chaque année en France. Donc ça se cumule. Ça c'est un premier point. On ne forme pas assez d'ingénieurs en France et en Europe. Juste un ordre d'idée, en France, toute école confondue, on doit former à peu près 45 000. La Chine et l'Inde, c'est 1 500 000 par an. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Donc effectivement, des profils d'ingénieurs, des profils de techniciens qui sont nécessaires pour faire vivre l'industrie disparaissent. La plupart des jeunes qui font des formations maintenant en Bac plus 2, Bac plus 3 souhaitent continuer. Donc on a une pénurie qui arrive là, on a un mur d'emplois industriels au niveau technicien. Et après on a des besoins, effectivement, on a des gens qui vont partir à la retraite. Roland Lescure disait l'année dernière, en tant que ministre de l'Industrie, sur les 10 prochaines années, l'industrie devrait recruter à peu près 1 million de personnes. Très bien.
qu'on n'a pas forcément là maintenant? Si on cumule avec les besoins en santé, les besoins dans la restauration, les besoins dans l'éducation nationale, ça manque. Voilà. Il y a des manquants. Valentin, ça fait quoi d'être comme ça, un profil aussi désiré et désirable dans un pays qui cherche à gagner en souveraineté industrielle, qui cherche à rechercher une puissance grâce à des industries, une reconquête? Vous, quand vous avez choisi votre formation, quand vous vous êtes un peu orienté, l'industrie, c'était une évidence pour vous? Pour moi, oui, car je souhaitais travailler dans l'industrie de l'aéronautique. J'ai toujours voulu faire des avions et malheureusement, j'ai pas la vue pour faire pilote. C'est pourquoi je me suis orienté vers la fabrication des moteurs d'avion. Et vous avez trouvé facilement des informations sur l'industrie? Est-ce que quand vous étiez enfant, il y avait le rêve des avions, mais est-ce que en grandissant, vous vous êtes dit mais c'est quoi ce secteur? Non, j'ai eu du mal à trouver les informations et même en arrivant en industrie, c'était pas forcément cohérent avec ce que j'avais vu ou ce que j'aurais pu imaginer de ce qu'était le monde industriel. Parce que vous avez fait quand même des études très dès le départ. D'ailleurs, on peut peut-être reparler un petit peu de votre parcours. Dès le départ, vous avez fait ces études pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. C'est bien ça. Donc vous avez commencé comment en fait? Post-bac, on va dire Post-bac, une prépa intégrée que je n'ai pas forcément validée, donc j'ai repris au CNAM en alternance dans une start-up. Et par la suite, j'ai intégré le CESI avec un grand industriel dans les moteurs d'avion. Très bien. Dont on parlait d'ailleurs, vous avez travaillé avec... Avec Safran Aircraft Engines. Oui. Et par la suite, mon manager m'avait conseillé d'aller voir comment ça se passait réellement en usine, parce que mon premier emploi était plus technique, bureau d'études, bureau méthode, et il m'a dit d'aller voir directement sur la ligne de production, ce que j'ai fait, aussi avec le CESI, donc une 6e année d'alternance en master spécialisé pour les ateliers de production de Air France, à Orly et Roissy. Et les alternances, dans ces cas-là, c'est extrêmement important, j'imagine, Guénaël ou Valentin, permettre aux étudiants d'être tout de suite en prise avec les réalités du métier, ça permet aussi peut-être de mieux comprendre, au-delà de la théorie, ce qui se passe vraiment dans cet univers un petit peu mystérieux qu'est l'industrie. Valentin? Oui, on peut mettre directement en application ce qu'on apprend à l'école. Donc d'abord dans un environnement contrôlé, donc le Fab Lab et les autres projets du CESI. Et par la suite, on peut les mettre en place dans notre périmètre d'apprentis dans les entreprises. Je retiens deux choses de ce que vous venez de dire, et Guénaël, je voudrais vous poser la question. Il y a, même quand une volonté de travailler dans une industrie très précise, il y a de la difficulté à connaître cette industrie. Vous pensez que les industries pêchent par un manque de communication à destination du grand public et des jeunes en particulier? Ouais, ça rejoint le problème effectivement de l'attractivité globale de l'industrie. On est en manque de visibilité de l'industrie. Donc ça, c'est un problème qui est récurrent depuis de nombreuses années. En 2019, il y a eu l'entreprise extraordinaire qui a été montée au Grand Palais. Et là, on a vu tout de suite qu'avec des industriels qui venaient présenter leur métier, voilà, une attractivité qui pouvait être mise en avant. Donc c'était ponctuel. Donc depuis, il y a eu d'autres petites usines extraordinaires qui sont apparues. Mais à partir du moment qu'on représente l'industrie telle qu'elle est maintenant, c'est-à-dire elle est vertueuse, elle est écologique pour la plupart du temps, elle mélange un certain nombre de technologies, elle est technique avec des ambitions qui sont là. Il y a des choses à mettre en avant. Après, c'est les rouages et la volonté de mettre cela en avant. Là, on a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Il y a un travail donc sur l'attractivité et sur le faire savoir qui on est, qui est donc à mettre en place. Vous avez parlé de Fab Lab. Ça veut dire que dans les formations, CESI travaille comme ça avec ses étudiants sur des espaces particuliers, déjà au moment de la théorie, avant de les lâcher dans les usines? À CESI, notamment sur les formations d'ingénieurs, on a mis en place une pédagogie par projet où alors on a supprimé les cours en amphi notamment, et les élèves sont confrontés à des projets de 2, 3, 4 semaines, voire 5 semaines, avec des réalisations de prototypes. Et donc, les élèves ont l'occasion d'aller sur les plateformes technologiques, les Fab Labs qui sont à leur disposition pour
pour expérimenter, pour toucher. Donc ça allie et la théorie qui doit être là, qui doit être présente, et effectivement le côté pratique d'un ingénieur. Un ingénieur, c'est quelqu'un aussi qui doit être manuel, qui doit toucher la matière. Et qui peut pas rester juste à des chiffres. Dans l'observatoire, j'aimerais bien qu'on y revienne, on parle beaucoup d'IA, on l'a dit, hein, c'est vraiment quelque chose pour l'usine du futur. Ça change concrètement des compétences à avoir en tant qu'ingénieur, quand on forme des ingénieurs, quand on dit qu'on va aller vers une usine qui va travailler avec de l'intelligence artificielle, on forme plus la même personne? Alors, il y a plusieurs choses par rapport à l'intelligence artificielle. Je vous parlais de l'intelligence artificielle et de la conception des logiciels ou autres, où là on va faire appel à des compétences très spécialisées, notamment en mathématiques, en statistiques. Et paradoxalement, en France, on est très fort sur ces formations. Il n'y en a pas beaucoup, c'est des formations effectivement d'experts. On est très fort. Ces expertises et ces compétences sont généralement préemptées par les GAFAM, les fameux GAFAM américains. Et après, la problématique, c'est comment on forme tous les ingénieurs et les techniciens à l'intelligence artificielle appliquée. Là, on est en déficit. Alors, à CESI, on participe à un projet, un AMI-CMA qui a été développé avec d'autres écoles d'ingénieurs pour diffuser l'intelligence artificielle dans nos formations. Mais il va falloir aller un peu au-delà pour former les ingénieurs, notamment sur l'applicabilité de l'intelligence artificielle dans leur métier. Et là, on a un croisement. Il nous faut des ingénieurs qui soient aussi des visionnaires, certainement, mais qui soient aussi des informaticiens. Et on a du mal, en France, généralement, on est informaticien, on est mécanicien ou autre, et l'intelligence artificielle va faire qu'on va être obligé de travailler ensemble, ou même former un ingénieur qui est capable d'avoir cette vision complète. Et vous, Valentin, cette technologisation de votre métier, cette intelligence artificielle, vous l'avez vu apparaître de plus en plus. Vous avez été formé dès le départ à cette utilisation de l'IA. Comment vous percevez cette technologie ? Je pense que c'est quelque chose qui permettra la facilitation de la gestion des données, aussi bien de la prise d'informations, comme l'a dit Gwenaël, en industrie, que le traitement et cette centralisation. Et je pense que ça pourrait libérer plus de temps sur des tâches répétitives et permettre plus d'analyse pour les ingénieurs et les personnels techniques. Et donc vous voyez donc ça de manière extrêmement positive en gain de productivité pour votre profil ? Oui. Et vous avez été formé, vous avez peur de ça? Est-ce que vous sentez qu'il faut se former au fur et à mesure? Il faut continuer à être curieux, une formation continue via les nouvelles technologies? Vous envisagez ça dans votre carrière? Peut-être, oui. Je pense qu'en tant qu'ingénieur, il faut toujours rester curieux et rester à l'affût pour les nouvelles technologies. Oui. Donc ça reste quelque chose qui se préoccupe grandement. Moi, j'ai une question. On a d'ailleurs un parent qui vient nous parler de ça, qui vient nous poser des questions. Vous l'avez dit, vous saviez tout de suite ce que vous voulez faire, c'est fantastique. Mais quand on ne sait pas et quand on doit aider un enfant à s'orienter au moment des options au lycée, est-ce qu'il y a des options à faire? Qu'est-ce que vous avez fait comme option, vous, quand vous disiez je veux travailler dans l'industrie? Quand vous étiez en terminale, ça remonte à il n'y a pas si longtemps que ça. Contrairement ça remonte un petit peu. J'ai fait option cinéma, donc c'est pas forcément relatif avec cette discussion. Mais non, j'ai pas, à part faire un parcours scientifique, pas forcément d'options que j'ai pris. J'aimais bien construire et réparer des choses, mais c'est pas... Gwenaël, les profils que vous voyez arriver. Oui, alors il y a un point important, c'est pour un jeune qui veut faire un métier industriel au lycée, il faut à tout prix qu'il choisisse la spécialité mathématique. Il faut qu'il soit correct en mathématiques, mais ne pas choisir la spécialité mathématique est malheureusement rédhibitoire après pour faire des formations industrielles. D'accord. Voilà. Donc les maths. C'est maths. Qu'on le veuille ou non, c'est mathématique. Est-ce que vous avez, à Valentin, maintenant, si on doit parler, je reste par rapport aux parents, aux enfants, comment les orienter, quels sont les points positifs que vous avez vus dans ce secteur industriel? Alors, vous travaillez dans l'aéronautique, c'est très spécifique, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en avant sur du travail collaboratif, sur une manière de travailler qui est spécifique peut-être à l'industrie et qui est intéressante d'aller creuser, de mettre en avant quand on parle aux enfants, aux jeunes, pardon? Oui, en industrie, moi ce que j'apprécie particulièrement, c'est les projets pluridisciplinaires. Donc on travaille aussi bien avec des chercheurs qu'avec les opérateurs de ligne, en passant par les chefs de ligne, et chacun son expertise à apporter pour concrétiser une innovation ou une transformation ou une intégration d'un processus ou un procédé. Donc, moi je trouve ça très intéressant. Et à travers les projets, on peut évoluer
et contribuer à d'autres projets et découvrir d'autres métiers qu'on n'est pas forcément spécialisé en permanence sur un seul métier jusqu'à la fin de sa vie. Oui, il y a ça aussi, effectivement. Est-ce qu'il y a des choses par rapport à vos aspirations qui, allez, on va être clair. Est-ce qu'il y a des choses qui coincent par rapport à vos aspirations personnelles, la manière dont vous voyez votre monde professionnel, votre vie? On sait, et on y reviendra d'ailleurs, j'aimerais bien, Guénaëlle, juste après, sur les aspirations de cette jeune génération qui transforme énormément le rapport au monde professionnel. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, bon, j'aime l'industrie, c'est un secteur qui me passionne, mais être en industrie appliquée, il y a 2-3 endroits où, je sais pas, ça ne va pas avec ma vie, avec ma vision du monde professionnel. Pas forcément, je dirais que pour un jeune diplômé, ce qui peut être frustrant au début, c'est que les process sont lourds, donc forcément longs. Et c'est bien sûr afin d'assurer la qualité du produit et la sécurité des opérateurs de ligne, mais en tant que jeune ingénieur, on a envie que les choses avancent plus vite, mais oui, ça peut être quelque chose, un frein au début quand on commence sa carrière dans l'industrie. Oui, et de pas être attendre trop les résultats tout de suite. Est-ce que vous pensez sur, si on continue un petit peu comme ça, juste avec vous, et on sait que les jeunes générations veulent du bien-être au travail, veulent de l'attractivité, veulent aussi pouvoir avoir du temps libre. Est-ce que il y a le bien-être au travail, c'est quelque chose à valoriser? Est-ce que l'industrie est une industrie accueillante qui prend soin, tel que au regard de ce que vous avez fait, Safran, Air France, au regard de ce que vous avez fait, est-ce que ce choix-là peut être aussi lié à un bien-être qui est vrai, en fait, que les industries, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'on se dit les 3-8, c'est l'horreur, on n'est pas vraiment sûr, on a peut-être un peu encore une image de l'industrie à la Zola. Est-ce que le bien-être, est-ce qu'elles ont évolué sur ces aspirations au bien-être et à la qualité de travail? Je pense que oui, il y a du bien-être et la qualité du travail. J'en ai pas forcément entièrement tiré les fruits parce que j'habitais très loin, donc les industries généralement sont très excentrées par rapport à la capitale, mais personne m'a demandé de faire un 3-8 d'affilée. Chacun a ses horaires, et même les opérateurs qui travaillent en 3-8, ils ont des jours de repos par la suite pour rattraper la fatigue du travail. Donc oui, les industries prennent en compte les besoins sociétaux et les modifications. J'aurais bien aimé revenir un peu sur les études qui ont été faites par rapport aux jeunes, les aspirations des jeunes. Est-ce que pour vous, c'est en décalage avec ce que l'industrie offre? Est-ce que ça pourrait être une explication supplémentaire à ce manque d'attractivité pour les jeunes ingénieurs? CESI a sorti au mois de juin une étude sur cette fameuse génération Z. Effectivement, les sociologues commencent à avoir une vision de cette nouvelle génération qui arrive. Il y a une problématique, et Valentin l'a mentionné, c'est la notion de temporalité. Pour l'industrie, on a besoin de temps long. Les Chinois investissent là et font des plans sur 50 ans. Les Indiens ont un plan jusqu'à 2060. Et voilà, la jeune génération est beaucoup plus changeante, j'ai l'impression. Rester 2 ou 3 ans dans une entreprise, faire autre chose, repartir sur un autre secteur d'activité. Et il va falloir que les entreprises, notamment en termes de formation continue, s'adaptent par rapport à ça. Après, l'industrie est est globalement un champ très très vaste où on a plein de métiers différents. Alors la pénibilité du travail dans l'industrie tend à disparaître, même s'il reste des postes effectivement pénibles, mais la robotisation, l'automatisation va permettre d'enlever ces postes-là, on parlait d'intelligence artificielle aussi, et l'industrie dans sa globalité permet d'avoir des secteurs attractifs. On parle d'industrie lourde, mais il y a aussi dans l'industrie toutes les PME qui peuvent se rapprocher de l'artisanat. Il y a un certain nombre de choses, il y a des opportunités de voyager, de partir à l'étranger, des salaires qui sont de plus en plus attractifs. Quand on a effectivement une pénurie de compétences, un des moyens de combler cette pénurie, c'est d'augmenter les salaires. Et la génération... La France est compétitive par rapport aux salaires, parce que si on revient sur les GAFAM, on sait que les GAFAM sont prêts à mettre des salaires ponts d'or pour les jeunes ingénieurs du numérique. Est-ce qu'on a quand même ce besoin d'attractivité en salaire par rapport aux autres industries dans d'autres pays? Est-ce que vous voyez ça, ou c'est pas forcément tout de suite au même niveau que les salaires GAFAM? Alors après, qu'est-ce qu'on met dans le salaire au niveau européen? On est à peu près compétitif. Après, on n'est pas du tout compétitif par rapport bien sûr aux États-Unis, par rapport à la Chine. Sauf que après, il faut élargir. On a un modèle social qui est pas du tout le même. On a un modèle social peut-être
à reconstruire ou à faire évoluer en intégrant l'industrie, ou pas d'ailleurs. Et hier, j'étais avec un patron d'industrie en région lyonnaise et il disait « Ok, produire en France, mais quand vous produisez en France, c'est un peu plus cher. Mais il faut bien dire aux gens que ce surcoût, ça finance les retraites, ça finance la santé, ça finance notre modèle social. » Et donc, voilà, les salaires correspondent aussi à ce modèle social qu'on essaye de oui, les parachutes et tous les bienfaits qu'on a par rapport à une façon de s'accompagner tous dans les accidents. Mais globalement, les salaires augmentent actuellement dans l'industrie. Et alors là, on s'est beaucoup préoccupé effectivement de vous, Valentin, de votre jeune génération, mais néanmoins, il y a d'autres générations dans le monde de l'industrie. Comment est-ce qu'on fait pour motiver? Est-ce que vous pensez que la formation tout au long de la vie est aujourd'hui suffisamment appréhendée par le secteur industriel, que c'est facile de faire se former, qu'il y a vraiment aussi quelque chose à jouer là sur les salariés qui sont peut-être au milieu de carrière, leur continuer, leur donner envie de se former, parce que c'est une industrie qui change très vite. Donc si on parle effectivement des compétences nécessaires, on voit tout de suite comment il faut former des jeunes générations pour arriver à ces compétences-là, mais quid des générations plus âgées? On a en France un système d'organisation de la formation continue qui permet quand même à un certain nombre de personnes de raccrocher les wagons, des gens qui sont en perte d'emploi pour retrouver un emploi, des gens qui veulent se réorienter. Il y a de nombreuses formations qui permettent justement cette réorientation, cette formation tout au long de la vie. Après, on ne peut pas forcément sauter les étapes, on ne peut pas être opérateur dans un domaine et puis devenir technicien sans avoir tout le bagage. Mais les outils de formation existent et les financements ont existé, ont disparu et ont tendance à revenir. D'autant plus qu'en fait, si je comprends bien, ces profils qui sont pour certains proches de la retraite ont des compétences qui sont clés et qui sont nécessaires de repasser tout de suite aussi aux jeunes générations. Cette transmission intergénérationnelle, elle est bien opérée par l'industrie? Non. Non. Non, et c'est une réelle problématique des industriels, mais pas que les industriels, c'est le manque de formateurs. Ouais. Et dans un certain nombre de domaines, effectivement, on manque d'élèves, mais on va manquer aussi de formateurs. Et sur un certain nombre de métiers techniques ou même manuels qui sont présents dans l'industrie, on a des gens qui vont partir à la retraite. Et pour l'instant, en discutant avec certains d'entre eux de temps en temps, c'est pas forcément évident pour eux de vouloir continuer. Il y en a un certain nombre, il y en a même beaucoup qui veulent transmettre quelque chose, mais il faut trouver la structure pour pouvoir transmettre et donc être rémunéré par rapport à ça ou le faire dans le cadre de ces 2 ou 3 années avant la retraite. Et il y a des choses il y a des expérimentations qui sont mises en place sur tout le territoire, qui sont généralement bien valorisées, qui marchent. Maintenant, il faut voir ça peut-être à plus grande échelle. Eh ben, écoutez, en tout cas, on a bien compris les enjeux de compétences, les enjeux de compétences renouvelées, les compétences aussi à transmettre et à mettre en avant. Cette question d'attractivité, moi, c'est une vraie question que j'aimerais vous poser parce que vous parlez de verdissement de l'industrie, on parle de souveraineté, on parle de travailler pour des industries qui sont de pointe. L'aéronautique, c'est ce que vous disiez. Vous travaillez pour une industrie qui a quand même des savoir-faire qui sont très précieux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que entre cette attractivité qui, sur le papier, semble exister, et on n'arrive pas à faire passer les bons messages? Je sais pas, Valentin, vous aimeriez entendre quoi de la part des industries en général? Alors, on parle des industries, du secteur industriel avec un grand chapeau, évidemment, il y a beaucoup de distinctions à faire. Mais est-ce que vous pensez, vous, en tant que jeune ingénieur, qu'il y a des discours qui sont manquants, des points de communication qui seraient peut-être plus saillants à mettre en avant pour attirer des profils dans ce secteur? On peut dire, oui, qu'il y a peut-être des points de communication qui manquent. On n'a jamais vu une usine tant qu'on n'a pas mis les pieds, donc c'est très dur de s'imaginer de travailler dedans plus tard ou en tant que jeune élève de vouloir faire sa carrière dans un monde qui est généralement très fermé ou peu accessible, parce qu'on ne verra jamais les lignes de production et c'est très rare les portes ouvertes parce qu'il y a aussi des brevets qui sont déposés sur certaines choses. Mais oui, peut-être s'ouvrir plus au monde. C'est intéressant pour vous, c'est important pour vous dans votre carrière de vous dire que vous participez à une industrie qui est verte, qui est respectueuse de l'environnement, qui tend vers ça. Aujourd'hui, oui. Ouais, c'est une préoccupation. Ça fait partie des choses importantes. Guénaël, vous voyez, vous, des valorisations importantes ou des initiatives qui vous semblent aller dans le bon sens pour enfin donner aux gens l'envie de rejoindre cette industrie? Comme on me disait,
qui est quand même aujourd'hui au centre d'enjeux de souveraineté dans un monde géopolitique en mouvement et dans lequel on se dit en fait si on veut préserver la valeur et le pouvoir de la France, il faut rejoindre ces industries-là. Vous voyez des initiatives qui vous en parlent? Oui, il y a depuis une dizaine d'années je parlais il y a la French Tech, il y a eu l'Alliance pour l'industrie du futur avec des vitrines qui ont été mises en place. L'industrie a bien compris qu'elle ne pourra pas se développer en restant refermée sur elle-même. Donc depuis une dizaine d'années, il y a plein de portes ouvertes, il y a plein d'initiatives qui sont mises en place pour attirer les jeunes et les moins jeunes sur les sites de production, mais aussi dans les laboratoires de recherche, etc., etc. Donc là, il y a des choses qui sont mises en place. Après, effectivement, on a besoin de courroies de transmission, d'information au niveau peut-être des pouvoirs publics. On parlait aussi des pouvoirs politiques. Ils ont leur rôle à jouer aussi pour la diffusion de cette culture industrielle. Et c'est un réel choix de société. Est-ce qu'on veut développer l'industrie ou ne pas la développer? On peut très bien vivre sans industrie. On peut, mais on a essayé un petit peu durant le Covid, on s'est vite rendu compte qu'il y avait 2-3 points qui étaient un petit peu compliqués si on voulait se passer de notre industrie. D'autant plus qu'on peut le redire, la France a quand même des enjeux et des savoir-faire qui sont très précieux dans le nucléaire, dans l'aéronautique, dans différents points. Donc on a quelque chose à dire. On a des pépites industrielles en France. On a des pépites qui sont dans le domaine aéronautique, dans le domaine de la santé. Il y a un réseau de PME qui sont notamment dans le luxe ou autre. D'ailleurs, j'étais justement avec quelqu'un qui faisait des chaussures Paraboot, la marque Paraboot, qui produit en France localement et qui se porte apparemment très bien. On avait un patron d'entreprise qui était dans la mécatronique et qui développait des équipements pour le monde entier. Donc, on a ces pépites là qui sont là et qui attendent effectivement que les jeunes les rejoignent. Bien, merci. On va finir sur ce mot un peu positif pour une fois. La France a des pépites. Il faut trouver des talents pour la servir. Merci à tous les deux. Merci Valentin pour votre témoignage. Merci à vous qui nous avez rejoints. J'espère que vous avez une bonne vision maintenant des enjeux qui sont liés à l'industrie aussi bien au niveau international qu'au niveau français. Merci Guénaël de nous avoir donné les enseignements de cet observatoire. Et à bientôt. Au revoir.